Bonjour les élèves, bonne année! Oh! What? OK. J'ai même pas besoin de mon masque. Gros avantage d'enseigner de la maison. Un autre gros avantage, on peut enseigner en gardant nos pantalons de pyjama et en étant confortable. Je vous souhaite une bonne année les élèves, 2021, et j'espère qu'elle sera beaucoup meilleure que celle de 2020. J'ai pensé que ça serait important de ne pas manquer de matière, alors j'ai fait un vidéo pour les notes de cours qu'il nous reste à faire pour le chapitre 10 en électricité statique. Alors, tu as déjà reçu ton paquet de notes de cours, le gros paquet de feuilles brochées. Puis je vais faire comme les élèves, je vais aller aussi trouver les notes de cours dans le classroom. Comme ça ici, tu vas dans les travaux et devoirs, le module 2 en électricité. Puis on va ouvrir les notes de cours du chapitre 10. Pendant que je vais expliquer les notes de cours du chapitre 10, tu peux toujours faire pause sur la vidéo, juste pour être certain que tu écrives les mots qui manquent dans tes notes à trous. Puis ensuite, continuer. On avait terminé tout le 10.1 ensemble. Alors, je vais commencer avec la partie 10.2. Alors, prends ton paquet de notes à trous, le gros paquet de notes brochées, puis assure-toi d'inscrire les mots manquants. Je veux te parler du fameux électroscope. On a construit un électroscope avant de partir en vacances. Un électroscope, c'est un appareil qui permet de vérifier si un objet est chargé ou non. On approche l'objet de l'électroscope et l'électroscope, si les deux petites pattes en papier d'aluminium se déplacent, ça va nous montrer que l'objet que je viens d'approcher de mon électroscope est bel et bien chargé. Soit chargé positif, soit chargé négatif. Peu importe, ça nous montre qu'il est chargé. Donc, un électroscope, on l'a ici en dessin un petit peu plus simple. On avait un fil conducteur qui était sur le dessus en spirale ou en boule. Le fil conducteur continu, puis on avait accroché deux papiers légers en aluminium. Donc, tout ça ici, c'est conducteur. C'est fait de métal et c'est conducteur. Si j'approche, par exemple, un objet comme celui-ci qui est un objet positif, si je l'approche de mon électroscope, on va voir que les pattes vont se déplacer, vont se repousser. Mais si j'éloigne mon objet, les pattes, elles vont revenir à la place où elles se trouvaient au départ. C'est ce que va montrer l'électroscope, que l'objet que j'ai approché est donc chargé. Les électrons seulement voyagent dans les conducteurs. Donc, si par exemple, on prend un fil électrique en cuivre, qui est un métal qui est conducteur, c'est fait de plusieurs atomes de cuivre. Seulement les électrons vont comme faire sauter d'un noyau de cuivre à l'autre et se déplacer. Les électrons sont légers, les protons, eux, sont plus massifs et restent en place dans un conducteur. Quand on charge un objet, on a déjà vu l'exemple du ballon qu'on frottait sur nos cheveux. On s'est aperçu qu'on avait imposé une charge statique sur le ballon. Donc, on peut charger un objet de trois différentes façons. On peut le charger par contact. Donc, c'est quand on touche l'objet qu'on peut charger de cette façon. On peut aussi charger un objet par induction. Quand on charge un objet par induction, ce qu'on fait, c'est qu'on approche un objet chargé sans toucher à l'autre objet, et l'autre objet va avoir un déplacement de ses électrons à l'intérieur. Mais le nombre d'électrons ne change pas, ni le nombre de protons. C'est seulement un mouvement des électrons qui se fait dans l'objet et qui fait une charge par induction. Puis la troisième façon de charger un objet, c'est par frottement, qui n'est pas inscrit ici. Donc, si par exemple, je frotte le ballon sur mes cheveux, c'est un chargement par frottement. Donc, trois types de chargement. Chargement par frottement, chargement par contact ou chargement par induction. Pour expliquer l'électroscope un peu mieux, j'ai préparé un Jamboard. Donc, imagine la tête en spirale de l'électroscope, le fil de cuivre qui s'en allait dans ton pot en confiture ou ton pot en vitre ou ton pot maçon, sur laquelle on avait suspendu deux petites feuilles très légères d'aluminium. J'ai fait les protons déjà en avance. Pourquoi? Parce que les protons dans un électroscope ne se déplacent jamais. Je vais mettre avec une autre couleur les électrons.
par exemple en rouge pour montrer que c'est les électrons seulement qui se déplacent. Puis je vais faire le même nombre d'électrons dans mon dessin que j'ai de protons pour montrer que mon électroscope, c'est neutre. Un électroscope, au départ, c'est neutre. Imagine que j'approche un objet, comme par exemple un ballon que j'ai frotté sur mes cheveux. Si j'approche un ballon près de mon électroscope, donc je dessine mon ballon. Mon ballon est chargé parce que je l'ai frotté sur mes cheveux. Donc, je vais le charger. Si tu regardes la série électrostatique, le ballon devient chargé négativement. Ça veut dire qu'en le frottant avec mes cheveux, il a accumulé beaucoup de charges négatives, plus que de charges positives qu'il contenait au départ. Puis, il accumule ces charges négatives à l'endroit où je l'ai frotté sur mes cheveux. Donc, mon ballon, il est de charge globale négative. Mon électroscope, lui, il est de charge globale neutre. Comme ça ici. Et qu'est-ce qui se passe quand j'approche le ballon de l'électroscope? C'est tout simplement que les charges négatives seront repoussées par les charges négatives du ballon. Parce que la loi des charges, elle dit que les charges qui sont identiques, elles se repoussent. Les charges qui sont opposées, positif, négatif, s'attirent. Et on sait aussi que la loi des charges, elle nous dit que tout objet chargé attire des particules qui sont neutres, comme j'avais fait avec la démonstration quand j'avais les petits grains de poivre qui étaient attirés par le ballon que j'avais frotté sur mes cheveux. Donc, qu'est-ce qui se passe quand j'approche un ballon chargé négativement de mon électroscope? Les charges négatives de l'électroscope vont être repoussées le plus possible. Donc, toutes les charges que j'avais ici dans le haut de la tête vont s'en aller et vont descendre. Ils vont s'en aller dans les pattes d'aluminium de l'électroscope. N'oubliez pas que les positifs ne bougent jamais. Seulement les électrons bougent. Ce qui se passe, c'est une induction de mon électroscope. Mon électroscope est encore toujours neutre, mais la tête, juste la partie de la tête, devient chargée positive et les pattes de l'électroscope, les deux pattes, globalement, sont de charge négative. Mais l'électroscope est encore toujours neutre. Et ce qui se passe, parce que les deux pattes sont de même charge négative, les pattes vont se déplacer. Comme ça ici. Et ça montre, quand les pattes se déplacent, que mon ballon était chargé. Je vais faire la même mise en situation. En prenant un objet, cette fois, qui est positif. Imagine que j'ai chargé un objet positif. Comment on peut dire qu'un objet, ou comment tu peux montrer qu'un objet est positif? C'est que le nombre de charges positives est en plus grand nombre que ton nombre de charges négatives. Donc ici, j'ai un objet qui est de charge positive. Mon électroscope, lui, il est toujours de charge neutre. Une charge neutre. Quand j'apporte mon objet positif près de l'électroscope, les charges positives vont attirer les électrons dans l'électroscope. Et ils vont les attirer, tous les électrons vont partir du bas dans les pattes, puis vont monter jusqu'à la tête, parce que c'est attiré par l'objet qui est globalement positif. Donc, les électrons seulement voyagent dans un électroscope. Et ces électrons-là vont monter, se déplacer jusque dans la tête de l'électroscope. Ça fait aussi une induction. Donc, des ondes de différentes charges dans mon électroscope. La tête devient chargée négative, puis les pattes vont être globalement chargées positives. Parce que les pattes sont de charge similaire, la même charge, elles vont s'écarter.
ce qui va nous montrer que l'objet que je viens d'approcher l'électroscope était chargé. Donc, c'est comme ça que l'électroscope fonctionne. Encore une fois, les 3 lois des charges électriques, c'est que des charges opposées vont s'attirer. Un plus avec un moins, ça s'attire. Des charges identiques vont se repousser. Par exemple, 2 charges positives, ça se repousse. 2 charges négatives, ça se repousse. Puis la dernière loi des charges, c'est qu'un objet chargé attire toujours un objet neutre. Donc, un objet positif va attirer des objets neutres ou un objet négatif va attirer des objets neutres. La quantité de charge qu'on a sur un objet va aussi influencer la loi des charges. C'est-à-dire, si on a beaucoup de charges opposées de chaque côté, ça va s'attirer très fortement. Si on n'a pas beaucoup de charges opposées de chaque côté, l'attraction ne sera pas très, très forte. Mais il y a aussi une question de distance. Si j'ai un plus avec un moins, puis que la distance entre ces 2 objets-là est très grande, l'attraction ne sera pas très forte. Mais si j'ai un objet plus avec un objet chargé global moins, puis les 2 objets sont très proches, l'attraction va être très, très forte. Donc, il y a une quantité qui influence l'attraction ou la répulsion, puis il y a aussi la distance qui l'influence. Ça, c'est pour les notes de cours 10.2. Pour les notes de cours 10.3, j'avais déjà commencé l'explication de la foudre des éclairs. Ce qui se passe, c'est que les nuages dans le ciel vont bouger, voyager, puis il y a du vent aussi dans le ciel, et le vent et les nuages font un effet de frottement. C'est un chargement par frottement, un peu comme quand on prend un ballon, puis on le frotte sur nos cheveux. Le nuage dans les airs va donc se charger d'électrons. Plein d'électrons vont s'accumuler dans le nuage, donc plus d'électrons que de protons. La Terre, elle est neutre. Donc ça, c'est un dessin qui montre la Terre. Globalement, la Terre, elle est neutre, puis mon nuage a accumulé beaucoup d'électrons. Mon nuage, lui, il est négatif, étant donné le frottement entre le nuage et l'air. Parce que les charges négatives dans le nuage sont si présentes, les négatifs vont faire en sorte que les négatifs de la Terre vont aller se déplacer beaucoup plus profond dans le sol. C'est encore un phénomène d'induction. C'est donc que le haut de la Terre est positif, le profond de la Terre est négatif, même si la Terre est toujours encore neutre. Et parce qu'on a des négatifs très accumulés dans le nuage et une charge positive sur la surface de la Terre, quand il y a trop d'électrons dans le nuage, les électrons vont former l'éclair, puis ils vont être attirés par les charges positives que tu retrouves au-dessus du sol, sur le dessus du sol. C'est la foudre. Quand il y a beaucoup trop de charge dans le nuage, les positifs au sol, près du sol, vont attirer les électrons. Il y a une décharge. Donc, les électrons vont voyager en zigzagant un peu au hasard jusque sur la surface du sol. Les éclairs vont toujours choisir le chemin le plus court, sont un petit peu comme paresseuses. Et les zigzags sont souvent dus par des pochettes d'humidité et des vents qui vont faire que les électrons se déplacent un peu entre les pochettes d'humidité puis les vents qui les font bouger jusqu'au sol. Quand les électrons vont s'approcher du sol, c'est les ions positifs encore à la surface qui vont les attirer. C'est le phénomène d'éclair. Comme je dis, la foudre, elle est paresseuse. Elle cherche toujours l'endroit le plus élevé. Et sa trajectoire est irrégulière à cause des turbulences, le vent, les courants d'air, mais aussi les zones d'humidité. Donc, quand tu as des éclairs, un orage, il ne sera pas prudent de se cacher sous un arbre parce que l'éclair va vouloir peut-être tomber sur l'arbre. Et là, toi, tu es à risque. Donc, c'est vraiment pas une bonne idée. Quand on connaît la loi des charges, on peut l'utiliser pour différentes façons. On peut l'utiliser pour faire un paratonnerre, comme j'expliquais sur le dessus du